L'enregistrement. Donc, bonjour William. Bonjour Jérôme. Voilà, donc vous avez souhaité faire une consultation philosophique. Et donc, comme toute consultation philosophique, quand elle commence, je demande en général à la personne de venir avec une question. Alors, est-ce que vous auriez une question? Alors, l'exercice a été difficile puisque je n'ai pas trouvé la question. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on apprend sur William? C'est William, il a du mal à trouver des questions. Vous êtes d'accord avec ça ou non, vous n'êtes pas d'accord? Pas d'accord dans le sens où William a beaucoup de questions Oui, et ne peut pas en sortir une qui émerge voilà. du lot. Il ne peut Voilà. pas en sortir une, hein. Alors, je vais proposer une hypothèse, William, c'est que quand on, quand on est dans cette situation, vos questions, j'appellerais ça plus des inquiétudes que des questions. Parce que je propose que quand une question elle est clairement formulée, enfin, je veux dire, quand elle pose un problème clair, elle se formule clairement et on n'a pas de problème comme ça. C'est juste, ça devient juste un problème de choix, de priorité. Est-ce que vous prenez que c'est plus des inquiétudes que vous avez que des questions? Alors, je pense que l'inquiétude vient du fait de ne pas trouver la bonne question. Alors, attendez. Donc, là, vous voyez que vous n'avez pas répondu à ma question. Ah. Vous remarquez ou pas? Bon, on parlait d'inquiétude. Regarde. Encore une fois, William, là, vous n'avez pas répondu à ma dernière question. Alors, je sais que c'est un peu difficile, c'est un peu bizarre ce que je vous fais. Là, il faut, voilà, comme vous l'avez lu dans le pacte socratique, l'idée, c'est vraiment de concentrer sur la question et d'y répondre. Donc, je vous repose ma question. Est-ce que ça veut dire que vos questions ne sont pas des questions, mais des inquiétudes, ou si ce sont des questions? Alors, il y a beaucoup de questions, mais l'exercice, c'était de trouver une question. Donc, quand vous dites « il y a beaucoup de questions », ça veut dire que oui, c'était des questions. Tout à fait. D'accord. Et vous en aviez beaucoup. Exactement. Bon, alors, est-ce que vous êtes capable de m'en sortir une? Alors, d'accord, parmi les questions qu'on peut élaborer ici, une des questions, c'est doit-on ne pas chercher pour trouver? Alors, je vais la noter. Doit-on ne pas chercher pour trouver? Tout à fait. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un présupposé, j'imagine? Tout à fait. Quel serait le présupposé, je dirais, le plus évident dans cette question? Alors, le présupposé serait que dans ma vie personnelle, j'ai Alors, remarqué… Oui, regardez, bougez pas. Est-ce qu'on voit quoi que ce soit dans cette question qui ait rapport avec William? tout à fait. Oui, C'est-à-dire… alors dites-moi, quel est le mot là dans cette question? Doit-on ne pas chercher pour trouver qui a un rapport avec William? c'est que William trouve toujours sans chercher. D'accord. Mais regardez dans cette question-là, est-ce qu'on voit un rapport avec William directement? Parce qu'objectivement, dans la question telle que vous la posez, on voit le rapport avec vous. Oui, je pense. Bon. Quel est le mot qui l'indique? C'est chercher. C'est chercher, d'accord? Mais dites-moi, les gens qui nous regardent, par exemple, est-ce qu'ils savent que William, il a un rapport avec ce mot? Non, Non, je ne pense d'accord? pas. Ça va. Donc c'est vous, c'est parce que vous vous connaissez Oui. que vous faites ce rapport, ça va? Oui. Mais objectivement, là, si vous aviez voulu montrer directement le rapport qu'il y avait entre William et cette question, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Peut-être prendre des exemples pratiques, concrets.
Ben, est-ce qu'avec un exemple concret, on aurait vu plus le rapport avec vous? Oui, je pense. Et pourquoi? Par exemple, si je disais, par exemple, mettez un exemple pour voir. Alors, un des exemples, c'est, voilà, j'attends en Voilà, fait une... arrêtez-vous. Ok. Stop. Ce que vous avez mis là, vous avez mis quelque chose de nouveau dans votre phrase. Vous avez entendu votre phrase? Votre début de phrase plutôt? Non, je ne me Bon, suis pas rendu compte, non. voilà. Est-ce qu'en général, on peut dire de William, c'est quelqu'un qui s'écoute quand il dit les choses ou non, il ne s'écoute pas vraiment? Alors, William s'écoute beaucoup. Il s'écoute beaucoup. Hein. Bon, d'ailleurs, dans ce beaucoup, on pourrait presque entendre un trop. Ça vous va? Oui, ça On me pourrait va. presque entendre un trop. Mais n'allons pas jusqu'à là. Alors, je vous propose que ce que vous avez rajouté, c'est le je, le JE, le pronom personnel. Justement, Oui, je sais bien justement. Mais le voit, ce pronom personnel dans la question doit-on ne pas chercher pour trouver, est-ce qu'on le voit? Mais regardez, là on voit, regardez William, est-ce que vous compliquez beaucoup la vie dans la vie? euh, alors compliqué, oui. Bon, ben, je vais vous dire, ça se voit. D'accord. Et vous savez pourquoi je vous dis que ça se voit? Dites-moi. Ben, parce que doit-on ne pas chercher pour trouver? Est-ce que vous voyez quoi que ce soit qui a un rapport avec le sujet qui pose la question là? Est-ce qu'il y a un jeu là-dedans? Je pense que oui. Donc pour vous, il y a un jeu, mais donc forcément, il est implicite. Il est implicite, oui. D'accord. Alors dites-moi en quoi il est implicite. Il est implicite dans le sens historique, en fait, on va dire, du terme. Euh, il s'agit d'une tendance générale depuis que je suis sur cette planète. Hein. Euh, euh, j'ai essayé de réincarner quelque part ce jeu qui est en recherche Dites-moi, et William, qui n'a jamais trouvé. est-ce que Voilà. vous vous souvenez de ma question? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose d'implicite dans ce jeu? Oui, alors pensez-vous que encore une fois, pour les gens qui nous regardent, là, tous les deux, Oui. c'est-à-dire l'humanité, on va dire, ou le sens commun, pensez-vous que vous leur avez expliqué en quoi le jeu était présent dans votre question de départ? Non, je pense que ça n'a pas été très clair. Bon, alors essayez de dire en une phrase où est-ce que pourquoi il y a un jeu JE, donc implicite, dans la question. Très difficile comme question. Ah, ben, se pourrait-il qu'il n'y en ait pas? Et que c'est juste vous qui, qui avez projeté, on va dire, parce que je ne vois pas d'autres mots, qui avez projeté ce jeu. Oui, je pense. Bon, Je pense que après coup, ce jeu a été projeté. d'accord. Là, j'aurais dû peut-être utiliser le mot neutre, le on, nous, mais pas je. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes clair là? Alors, je vais essayer de clarifier, si vous me permettez. Alors d'abord, il faut me dire si vous pensez que vous êtes clair. Alors non, je ne suis pas clair du tout. Ça, Voilà. c'est Alors clair. arrêtez-vous, D'accord. arrêtez-vous là, William. Alors, j'ai noté deux choses parce que je vois que William donc projette le jeu, hein, pour ne pas dire le moi, mais bon, après on ne va pas rentrer dans un débat, mais projette le jeu et William n'est pas clair. Bon, dites-moi, William, le fait d'être pas clair, je vais appeler ça de la confusion, ça vous va? Ça me va. Bon. Cette confusion chez William, est-ce que vous la connaissez? Oui. Bon. On peut dire que c'est fréquent que William soit confus, ça va? Bon.
Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes confus comme ça? Non. Bon. Est-ce que vous pouvez voir un lien entre le fait de projeter votre jeu, on va dire votre moi, allez, pour rester un peu freudien, et la confusion? Est-ce que vous pourriez faire un lien entre les deux? Euh, Ou non? Donc, je réécoute la question, excusez-moi. Oui, Mais... si vous voulez, je vous la repose, il n'y a pas de problème. Oui, oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez faire un lien entre le fait de se projeter et le fait d'être confus? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. D'accord. Alors, je vais vous proposer une idée. C'est que quelqu'un qui se projette, j'imagine que c'était plutôt inconscient dans votre cas, vous ne l'avez pas fait consciemment, vous dites tiens, je vais me projeter aujourd'hui. Il a tout simplement du mal à distinguer le subjectif de l'objectif. C'est-à-dire, dans une question, dans un sujet, il va mettre des choses de lui, et donc forcément, par rapport à quelqu'un, une tierce personne qui lui demanderait quelque chose d'objectif, et il va mettre de lui. Alors la tierce personne va avoir du mal à comprendre, mais est-ce qu'il parle de lui, est-ce qu'il parle des choses en général? Ça vous va comme explication? Oui, très bien. Bon. Alors, il se trouve que justement dans cette pratique, un travail important, c'est de distinguer les choses et d'abord de se distinguer de ce qui est soi-même, de ce qui est objectif. C'est-à-dire justement de prendre du recul sur soi-même et de pouvoir se voir comme un objet, en tout cas momentanément, de manière à se voir penser et justement créer ce dialogue de soi à soi, de l'âme avec elle-même, comme Platon le disait, qui est justement qui est la conscience. Hein, la conscience, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Or, vous, je constate que déjà d'entrée, il y a une difficulté à opérer cette scission, à se détacher de vous-même. Ça vous va comme hypothèse? Ça me va comme hypothèse. Bon. Oui. Hein, ceci dit, bon, c'est fréquent. Hein, c'est même, je dirais, une maladie très contagieuse, c'est plus d'actualité. Mais voilà, l'idée, c'est que pour bien penser, il faut pouvoir se distinguer soi-même de ce qui est objectif. Voilà. Donc, moi, ce que je constate, c'est que dans la question « doit-on ne pas chercher pour trouver », il n'y a pas le jeu. Hein. Mais William, lui, le met de manière implicite. Il se met dedans. Mais pour le sens commun, il pourrait très bien penser que William se pose une question d'un point de vue purement intellectuel et se dirait, bah, tiens, je vois les êtres humains qui par exemple, qui cherchent beaucoup sans trouver. Alors, on pourrait se poser la question, ben, est-ce qu'il est préférable de ne pas chercher pour trouver? Oui. Alors que vous, non, vous avez d'emblée, vous l'avez personnalisé, vous l'avez pris pour vous. Ça va? Oui, ça me va. Alors, donc, du coup, je répète ma question. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme présupposé implicite dans cette question, enfin implicite ou explicite, mais qui ne vous concernerait pas directement? Allez, les questions sont difficiles. Vous êtes là pour ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut définir déjà le mot présupposé, s'il vous plaît? Alors, ceci dit, vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, je sais ce que c'est qu'un présupposé. Vous vous rappelez? Oui. Et maintenant, vous me demandez de le définir. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai confondu présupposé avec préjugé. Oui, mais c'est pas... Alors, je vais vous dire, un présupposé,
c'est une affirmation implicite ou explicite qui est contenue dans une question. D'accord. Ça vous va? Oui, ok. Alors, voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de notion de jugement de valeur dans a priori, en tout cas. Maintenant, un présupposé peut aussi être un préjugé. Mais à la limite, on peut dire que oui, un présupposé est toujours peut-être un préjugé. Si on part du principe que dans les préjugés, il y a des préjugés qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Hein, souvent, évidemment, au sens commun, le sens commun qui, là, pour le coup, n'aurait pas vraiment raison, confond le préjugé et je dirais le mauvais préjugé. D'accord. Hein, c'est comme le jugement, on dit faut pas juger, mais on entend par là faut pas condamner. Mais il est bien évident qu'un jugement, c'est un outil critique fondamental dans la raison. Si vous n'avez pas de jugement, vous ne pensez plus. Il n'y a pas d'argument. Voilà, il n'y a pas d'argument. Hein. Même si je dis je suis en train de faire une consultation avec William, je pourrais appeler ça un jugement. Hein, parce que je pose, je donne une affirmation, elle est plus ou moins argumentée. J'attribue un prédicat à un sujet, comme dirait Aristote, et donc c'est le jugement. Voilà. Donc, voyez-vous un des présupposés qu'il pourrait y avoir dans votre question. Vous voulez que je vous relise votre question? Allez-y, s'il vous plaît. Doit-on ne pas chercher pour trouver? Oui, le présupposé, c'est ce qu'on constate dans les sociétés, enfin, ce qu'on constate aujourd'hui dans les sociétés, dans les civilisations, Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que? L'activité professionnelle, la recherche à tout prix d'atteindre des objectifs. On voit ça dans les médias, on voit ça dans la technologie. Encore une fois, William, pensez-vous que vous êtes clair là? Non, j'essaye. D'accord. Alors, je vous proposais l'idée que le présupposé, c'est que chercher, ça empêche souvent de trouver. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça paraît très clair. Oui, ça paraît très clair, mais pourtant, vous ne l'avez pas dit. Ça va? Parce que moi, je ne l'ai pas dit en vous écoutant, je l'ai dit juste en regardant la question. Doit-on ne pas chercher pour trouver? Je me dis, tiens, la personne qui se pose cette question, elle se dit que ça serait peut-être mieux de ne pas chercher si elle veut trouver. Tout à fait. Par conséquent, que le fait de chercher lui-même est un obstacle à la découverte, au fait de trouver. Tout à fait. Ça va? C'est ça. Mais ça, dites-moi, vous auriez pu le trouver vous-même, justement. Ben non, puisque chercher, justement. Ben voilà. Hein. Donc, à trop chercher, vous ne trouvez pas. Là, on a compris le williamisme. Hein, c'est le williamisme, tout à fait. Je vais écrire donc William cherche tellement qu'il ne trouve pas. Ça va? Oui, alors ça, c'est le présupposé. Oui, bougez pas. Oui, d'accord. Bougez pas. Ou, en tout cas, William a constaté qu'il y avait un problème, que le fait de chercher posait un problème au fait de trouver. Oui. Ça ne marchait pas nécessairement ensemble. Voilà. Chercher empêcherait de trouver. Ah, voilà notre hypothèse de départ. Donc, est-ce que vous-même, donc quand vous cherchez, vous ne trouvez pas? Oui. Bon, là, on a un oui qui est clair. Ça, on voit que c'est clair pour vous. Très, très clair. Bon. Oui. Et alors, justement, je vais poser la question, qu'est-ce que vous cherchez?
Alors, Alors, si vous pouvez me le faire en une phrase claire, ça serait magnifique. je cherche simplement le bonheur. Bon, voilà, c'est pas compliqué. William cherche le bonheur. Ça va? Oui. Mais dites-moi, si je vous le donnais là, le bonheur, là, tout de suite, peu importe ce que c'est, mais si je vous le donnais là, Oui. est-ce que vous seriez content ou non? Ou vous diriez, ah non, zut, moi j'aimais bien chercher, là, maintenant j'ai plus rien à chercher. Ah non, je ne serais pas content. Ah, vous ne seriez pas content. Oui. Ah, bah, bougez pas. Donc ça veut dire que pour vous, chercher, je ne sais pas si c'est le bonheur, mais en tout cas, ça procure du plaisir. Alors, Alors, essayez juste de me simplifier la vie, plutôt oui, plutôt non, vous ne savez pas. c'est plutôt oui ou non. C'est-à-dire Ah, que voilà, attendez. juste. Alors, William, oui, regardez, vous allez faire un gros effort, on va essayer de ne pas se compliquer la vie pour aujourd'hui. Ça vous va? ça me On va. va faire simple comme des enfants. Donc, vous allez essayer de me dire, plutôt la recherche vous procure du plaisir en général, plutôt non, ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. Bon, alors expliquez-moi, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que justement, c'est la non-recherche qui me procure ce plaisir de trouver. Attends, je vais noter celle-là parce que pour les gens non philosophes, c'est la non-recherche qui me procure du plaisir. De trouver, c'est ça? C'est ça. Hein? On peut Si appeler la ça la non-recherche, surprise. La surprise. oui, le concept c'est la surprise. Oui. Mais dites-moi, si c'est la non-recherche qui vous procure du plaisir de trouver, la recherche, on peut dire plutôt elle vous procure du plaisir ou plutôt pas du plaisir? Ah, pas de plaisir du tout. Ah bah, vous voyez, donc vous auriez pu répondre à ma question. Et je l'ai dit, non? J'ai dit que la recherche. Oui. Non, je vous ai demandé tout à l'heure, la recherche du bonheur, plutôt ça vous procure du plaisir, plutôt non, ou je ne sais pas, et vous ne saviez pas dire. En fait, vous saviez. Oui, oui, oui. Et vous voyez tous ces trucs que vous faites dans votre tête, comme ça alourdit vos schémas, vos processus mentaux, ça ralentit votre réflexion. Vous voyez ça? Oui. C'est un problème pour vous? Non, c'est pas un problème. C'est un problème, oui. C'est un quoi? C'est un problème, oui. C'est un problème. Il n'y a pas de clarté dans le. Bah oui. Hein? D'ailleurs, dans la clarté, est-ce que ça procure du plaisir, justement? Encore une question difficile. Bah, vous savez que les questions moi, que je vous pose là, un enfant de 10 ans, il ne les trouvera pas difficiles. Hein. Regardez, essayez de vous mettre un peu là. Vous avez du mal à sortir de vous-même, vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors on va essayer de faire on va s'arracher. William va s'arracher à lui-même et il va dire, bah voilà, s'il allait au marché de Malaga, bon, on va dire qu'il demande en espagnol, et qu'il demande à n'importe qui dans la rue, dis-moi, quand les choses sont claires, quand il y a de la clarté, plutôt tu es content, tu es heureux ou non, plutôt ça t'embête? Qu'est-ce qui va vous répondre, cette personne? Ah ben, il est plutôt content s'il y a de la clarté. Bah voilà, hein, vous voyez? Mais vous, non, vous là, vous essayez de chercher la. Je ne sais pas ce que vous essayez de chercher, mais là, vous vous posez un grand problème. Ah ouais, la clarté, c'est vrai que ça peut être embêtant. Vous voyez, c'est du sens commun ce que je demande. Justement, c'est ça qui m'embête, c'est que ça Voilà. soit au sens commun. Bah alors, attendez, ne bougez pas. Donc, William, un problème avec le sens commun, ça va? Oui. Non. Pourtant, vous avez fait des études de philosophie, il me semble. Oui, par passion, oui. Oui, bah, j'imagine que vous ne l'avez pas fait par dépit, parce que sinon, ça serait, Ah ben non. ça serait dur. Mais vous savez qu'en général, dans les dissertations, on nous recommande, quand on a une question, la première réponse, et on part du sens commun. Quand on n'a pas grand chose particulière à dire dessus, on se met à la place du sens commun, on dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'une manière plutôt spontanée, je dirais, de cette question, sans vraiment avoir trop réfléchi. Ben, c'est pour ça que j'aime pas la thèse, je préfère la synthèse.
Ben oui, mais comment vous pouvez faire la synthèse s'il n'y a pas la thèse avant? Parce que la thèse, c'est du sens commun. Eh ben oui, mais il faut bien en passer par là à un moment donné, avant d'éventuellement de s'en extraire. Mais oui, mais ça m'ennuie. D'accord. Bon, bah dites-moi, est-ce que penser, ça vous ennuie aussi? Ah bah non. Bah, Euh, pourtant, vous êtes d'accord que pour penser, il faut utiliser le sens commun. En tout cas, il faut en être conscient. oui, tout à fait. Bon. Donc, est-ce qu'on peut dire, partant de là, que penser, ça vous ennuie aussi? Non, non, penser, ça ne m'ennuie pas. C'est simplement… Oui, mais à un moment euh, donné, vous allez devoir penser le sens commun. oui, 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 Ah, oui. je vois que même ma question, elle vous embête là. Elle vous ennuie au sens, elle vous embête. Elle m'embête dans le sens où je préfère les circuits courts, dans le sens où le sens commun est tellement aujourd'hui, en fait, évident, qu'on pourrait même faire un raccourci, c'est-à-dire directement passer à l'élaboration de, de la conclusion sans passer forcément par les introductions, les préfaces Oui. de sens Alors, commun. ça veut Voilà. dire que William est pressé. Oui, voilà. Alors, Bah oui. William est pressé. D'ailleurs, et voyez-vous encore un lien entre la confusion et… je vais appeler ça de la précipitation, l'empressement. Ça vous va? Ça me va très bien. Vous savez que Descartes nous met, vous qui avez fait un peu de philo, nous met en garde contre deux mots pour la pensée. Enfin, deux mots MAUX. Vous savez ce que c'est? Non. Bah, c'est la précipitation et l'opinion. L'opinion, bah, c'est classique, c'est Oui, comme l'opinion, Socrate. d'accord, oui, voilà. Hein, et la précipitation. Ah oui. Puis c'est le même Descartes qui nous dit que le sens commun est la chose la mieux partagée du monde, au monde. Hein, parce que j'appellerais ça le bon sens. Hein. D'accord, donc ça voudrait dire que je n'ai pas cette conscience du sens commun ou du bon sens. Bah oui, ou alors je pense que vous l'avez, parce qu'on l'a tous, parce que vous êtes un être humain comme moi, mais vous la rejetez. Oui, Je pense que c'est un rejet, et ça, c'est quelque chose que je vois de manière assez fréquente chez les gens qui ont fait de la philosophie. Le sens commun, c'est un peu sale, quoi. C'est commun, quoi. C'est pas élaboré, c'est pas subtil, c'est pas précieux. Vous savez, il y a un côté un peu précieux chez nos amis philosophes français, vous voyez. mm, Alors, bon, pas tous, mais bon, quand vous écoutez BHL qui parle à la radio, à la télé ou à la radio, il n'est pas dans le sens commun, le type. Vous voyez. Hein, effectivement, je pense qu'il y a le problème de s'inviter un petit peu trop vite à la table du divin, comme dirait Hegel. C'est-à-dire Et pourtant, qu'oublie. et pourtant, je le connais, le sens Bah oui, commun. je sais bien que vous Peut-être le. mieux. Bah, j'imagine que vous le connaissez. Mais je pense qu'il y a une. Là, je pensais. Peut-être cette consultation prend un tour un peu bizarre, mais là, je pense qu'il y a une forme de refoulement quasiment, quoi. Oui, De refoulement du sens commun, comme si c'est quelque chose d'un peu sale, dont il faudrait se débarrasser au plus vite avant de. Pour aller aux choses plus construites, plus élaborées, quoi. oui, je pense que vous avez trouvé un point très important. Et je Voilà. n'en avais pas conscience. Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que philosophe praticien, dans la pratique philosophique, il y a une réhabilitation, en tout cas relative, du sens commun, hein, dans le sens où le sens commun doit être une espèce de garde-fou de choses qu'on a présentes à l'esprit, notamment dans les moments où on va avoir tendance à avoir une subjectivité débordante qui prend le pas sur le reste et qui va dire des choses qui sont très contre-intuitives, voire très incompréhensibles, sans aucun souci pour le sens commun. Or, le souci pour le sens commun, c'est aussi le souci de clarté pour les gens qui nous écoutent. Ça vous va? Ça me va. Bon. Alors après, le sens commun, on peut le contrer, on peut le critiquer. D'ailleurs, on doit le critiquer. Hein, mais il faut d'abord lui donner une certaine consistance et lui reconnaître une existence. Ça va?
Très bien. Hein, comme disait Kant, la blanche colombe ne s'élève que parce qu'elle, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais la blanche colombe ne s'élève que parce qu'elle elle résiste contre le vent. Sinon, elle Ça me tomberait rappelle dans... aussi, ça me rappelle aussi Aristote, hein, qui revient un petit peu sur la crématistique, par exemple, le sens commun, la Terre. Oui, je sais pas, non, j'étais pas, je connais pas à propos d'Aristote, ben, peut-être, hein. Mais l'idée, c'est de, voilà, c'est de se dire, bah, non, le sens commun, il a du sens quand même, hein. Alors, parfois, il se trompe complètement, mais et il a pas inventé la théorie de la relativité, mais il faut lui donner, il faut lui donner un certain crédit. Ça va? Il faut lui donner un certain crédit, mais d'où pour moi le paradoxe de ce refoulement du sens commun, c'est-à-dire que justement, des fois, le sens commun se met en contradiction, hein, avec l'intellect. Oui, mais ça, c'est pas un problème, parce que la contradiction, le fait de penser dans la dialectique, justement, c'est de pouvoir tenir une chose et son contraire ensemble, hein. Mais c'est problématique. Oui, c'est problématique. Bah, vous aimez bien les problèmes. C'est pas les problèmes que j'aime, c'est. Ah ouais, ouais, moi, je vous demande, est-ce que vous aimez bien les problèmes? Ah, j'adore les problèmes. Bon, bah alors, vous devrez être content. Ça Oui, va? Bon. ça me va, ça me va. Alors, on va essayer de recentrer les choses. Euh, donc vous m'avez dit donc que vous avez admis, j'allais dire avoué, parce qu'à un moment donné, la question, on appelait ça la question, c'est la torture, hein. Vous avez avoué que finalement, c'était que chercher, c'était pas un plaisir pour vous. Ça va? Oui, ça va. Bon. Alors, pourquoi c'est pas agréable de chercher pour vous? Parce que chercher, on ne trouve pas. On revient bien Bon, c'est-à-dire que vous n'avez jamais trouvé quelque chose que vous avez cherché, exactement, c'est l'inverse. hein? J'ai toujours Dites trouvé sans donc. chercher. Oui. Donc j'espère que vous ne perdez pas souvent vos clés, hein? Non, non, je perds pas mes clés. Non, Hein? non. Mais Alors ça veut dire pardon. que Mais, si vous une conséquence, c'est qu'une fois une fois que vous avez quelque chose, c'est que vous ne la perdez plus, quoi. oui. Hein, parce que par définition, quelqu'un qui n'aime pas chercher, bah, il va être très très précautionneux à ne pas perdre ce qu'il a. Alors, moi, c'était plus chercher au sens non matériel, immatériel Oui, du j'ai bien terme. compris. Oui. Hein, mais là, ce que je vous invitais à faire, c'est à faire une espèce de transvaluation, de transposition. D'accord. Dans la pratique philosophique, on fait souvent ça parce qu'il faut y voir le côté performatif. C'est-à-dire que je vous pousse à changer de registre pour voir si vous êtes éveillé, si vous êtes conscient que je suis en train de le faire. D'accord? J'avais bien compris que vous étiez de plus dans le côté immatériel, intellectuel, spirituel, peu importe, que votre question ne portait pas sur chercher ses clés. Mais dans la forme dans laquelle vous la posez, moi je considère qu'on peut aussi l'appliquer à des choses matérielles. Oui, Il n'y a rien qui nous l'empêche. ça va. Hein. Donc, quand vous cherchez quelque chose, vous ne la trouvez pas. Ça va? Ah, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 j'écoute. J'écoute attentivement. Oui, mais moi je vous regarde et j'ai vu que vous faisiez une tête bizarre quand je vous ai dit ça. Non, parce que je me projetais justement sur si je cherche mes clés, en effet, je ne les trouve pas. Ça, c'est vrai. Ah, bah en fait, ça s'applique aussi au matériel alors. Oui, Ah bah c'est rigolo, hein, vous voyez? Hein, il faut pas. Vous voyez l'intérêt de ne pas disculper, enfin plutôt c'est l'inverse, de ne pas désavouer trop vite le sens commun. tout à fait. Hein? Bon. Alors ouais.
Alors, donc, ce qui vous pose problème, c'est que vous cherchez et donc vous savez que vous n'allez pas trouver. Exactement. C'est tout le point. Ouais. Vous savez que vous n'allez pas trouver. Exactement. Dites-moi, c'est terrible. C'est terrible, ça. Imaginez, j'envoie quelqu'un, tiens, va me chercher. Imaginez qu'on ait dit à Christophe Colomb, bon, tu vas partir chercher l'Amérique, D'accord. mais tu ne vas pas la trouver. Je te préviens, tu ne vas pas la trouver. À votre avis, il irait de gaieté de cœur, Christophe Colomb, sur sa caravelle, là, ou il hésiterait 2 fois quand même avant d'y aller? Je pense qu'il hésitera quand même. Il hésiterait. Oui. Hein. Bon, ben, je vais vous poser une question terrible, mais je veux dire, mais pourquoi vous vous entêtez à chercher alors? Pourquoi vous cherchez si vous savez que vous n'allez pas trouver? Justement, je ne cherche plus. Ah, vous ne cherchez plus. Oui. Hein? Donc, il ne faut pas chercher pour trouver alors. Oui, ben c'est mon point. Oui. Ben non, ce n'est pas votre point, parce que votre question, c'était doit-on ne pas chercher pour trouver? Ah oui, alors c'est mal formulé. Attendez, bougez. Non, c'est très bien formulé, justement. Vous savez, je vais vous dire une phrase de Leibniz, dans l'être humain, il n'y a rien d'anodin, rien n'est neutre. Tout a du sens. Si vous avez dit ça, ce n'est pas pour rien. Hein? Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout à fait cohérent. Vous dites, doit-on ne pas chercher pour trouver, mais en fait, vous avez déjà votre réponse. Oui, tout à fait. La réponse, c'est oui. Enfin, c'est pas une réponse, c'est… Ah, si, c'est une réponse. Regardez, doit-on ne pas chercher pour trouver? Ah oui. Ou non, je ne sais plus comment on le dire. Oui, il ne faut pas chercher pour trouver. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais regardez, c'est rigolo parce que vous venez avec une question et vous avez déjà la réponse. Ah ben, Ah bah oui. Et oui. qu'est-ce que ça fait de la question? Une question dont on a déjà la réponse. Qu'est-ce que ça dit sur la question? Ça fait quoi de la question? Ben, ça fait de la question… C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai… Alors, au début, non, au préalable… non, regardez. Non, William. je vous avais prévenu que je n'avais pas de questions. Oui. Eh ben, non, vous m'avez prévenu que vous en aviez beaucoup. Oui, et là, c'était un exemple de question dont j'ai la réponse, en effet. D'accord, donc vous aviez beaucoup de questions, dont vous aviez la réponse également. Oui. Bon, eh ben, c'est encore une fois, moi, une question dont on a la réponse, j'appelle ça une question inutile. Elle est inutile. Elle est inutile. Et c'est là que je vous disais d'entrée et d'emblée que c'est plutôt des inquiétudes que vous avez que des questions. C'est joli, non? Oui, c'est très beau. Hein? Voilà, vous aimez bien le côté esthétique des problèmes. Hein? Vous voyez, mais si on ne s'était pas appuyé sur le sens commun pour ça, on ne serait pas arrivé à ça. Tout à fait, oui. Hein? Donc, donc, vous n'avez que des inquiétudes et vous n'avez pas de questions. Hein? Votre question, doit-on ne pas chercher pour trouver, n'est pas une vraie question parce que vous êtes déjà persuadé que ce n'est pas la peine de chercher pour trouver. Hein? Et d'ailleurs, du coup, pour trouver, vous faites comment alors? Ben, je ne cherche plus. Oui. Et le ne pas chercher, comment ça s'appelle comme attitude? L'attentisme, la Attentisme. passivité. Oui, voilà. Hein, vous êtes dans l'attentisme. Oui. Mais dites-moi, est-ce que dans l'attentisme, alors je comprends qu'il n'y a pas de recherche active, mais est-ce qu'on peut voir que dans l'attentisme, il y aurait de l'espoir malgré tout? Très compliqué encore comme question. Mais non, regardez, William, c'est pas compliqué du tout ma question. Regardez, c'est juste, ah oui, Jérôme, plutôt oui, on voit de l'espoir, ou non, dans l'attentisme, il n'y a pas d'espoir, ou alors vous n'en savez rien. Mais non, mais si on cherche de l'espoir dans l'attentisme, on renie le présupposé du départ. Allez, ne me rajoutez pas du chercher de l'espoir, parce que là, sinon, on rajoute une couche de complexité. Non, c'est simple. C'est-à-dire que dans le présupposé de départ… William, dites-moi. Pour le sens commun. Oui. L'attentisme. Dans l'attentisme, est-ce que dans l'attente, même dans le mot d'attente, y a-t-il une forme d'espoir?
Mais bien sûr, Bon, c'est bien sûr. Donc, il y a une forme d'espoir, ça va? oui. Or, Spinoza nous apprend, alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, c'est que l'espoir, c'est une passion triste, parce que tout espoir est mêlé de crainte. Ça vous va comme idée? Ça me va. Bon. Par conséquent, logiquement, si vous êtes attentiste, c'est que vous avez une forme d'espoir là-dedans. Ça vous va? Oui, Bon. c'est Et si on clair. en croit Spinoza, ben, vous avez de la crainte. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une forme de crainte dans cette histoire? De crainte, oui. Oui, oui, on Bon. peut dire ça. Oui. Alors, que craignez-vous? Alors, la crainte, je suis obligé de répondre à cette question? Alors, non, vous êtes obligé à rien. Ouais. Mais si vous ne voulez pas y répondre, il faut me dire pourquoi. Alors, soit c'est parce que si vous ne voulez pas révéler des choses intimes, je ne sais rien. C'est tout à fait possible. Hein. On n'est pas dans un exercice de psychologie intimiste. Oui, 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 oui. Ou alors, c'est pour une autre raison. Non, c'est pas une question d'intimité. Bon, alors pourquoi vous ne voulez pas répondre? Parce que peut-être tout simplement, je n'ai pas la réponse. Bon, alors c'est bien ce que je soupçonnais, c'est que vous avez des inquiétudes ou des angoisses, on va dire, c'est une espèce de crainte diffuse sans objet réel. Oui, Ça va? oui, Hein? Une espèce d'angoisse, quoi. oui, c'est ça. D'angoisse. Ça va? Oui. Bon, mais du coup, avec tout ce qu'on a vu de vous, là, est-ce qu'il y aurait une question, mais une vraie question, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de réponse immédiate, qui vous viendrait sur vous? Une vraie question par rapport à tout ce qu'on s'est dit Oui, sur euh, vous, quoi. Parce que là, sur vous avez remarqué qu'on a moi. surtout parlé de vous. Oui, ben, c'est un peu un détachement. Voilà, William est un détaché du sens commun qui a été déçu. Qui a été déçu. Par le Euh, sens commun. oui. Oui, mais ça, vous remarquez que ce n'est pas une question. Alors, c'est la réponse à la question. Alors, la question serait pourquoi William a-t-il été déçu du sens commun? D'accord. Ben voilà. Une bonne question. Enfin, une bonne. Je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, vous avez déjà la réponse immédiate? Non. Bon. Parce que sinon, je ne notais pas la question. Mais, d'accord. Alors, pourquoi William a-t-il été déçu du sens commun? Hein? Mais est-ce que, à votre avis, est-ce que cette question a une réponse? Oui, je pense. Bon. Est-ce que le fait de poser cette question, c'est une forme de recherche? Oui, Bon. on peut Par dire ça. conséquent, là, on est dans un cas où vous avez une recherche et vous pourriez trouver quelque chose. Oui, Ça va? oui, il y a un objectif. Oui, Bon. Contrairement à la plupart des fois où vous cherchez, vous cherchez plus d'ailleurs. oui, c'est ça. Parce que du coup, le fait de ne plus chercher, moi, je pourrais le traduire en je ne pose plus de questions, justement. Très pertinent. Oui. Donc, ça veut dire que William, qui dit qu'il a plein de questions, en fait, le problème de William, ce n'est pas qu'il a plein de questions, c'est justement qu'il n'en a pas plus. Oui. Bon. Et quelqu'un qui ne se pose pas de questions, ou qui ne sait plus, ou qui ne veut plus en poser, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui pense, ou non, c'est quelqu'un qui a arrêté de penser?
C'est quelqu'un, je pense, qui a arrêté de penser. Voilà. Hein. Donc, effectivement, on peut l'avoir, là, l'angoisse. Parce que, à votre avis, un être humain normalement constitué, parce que ça, peut-être vous ne l'avez pas formulé clairement, mais il y a probablement une intuition chez vous qui se dit, oh là là, j'ai un problème avec ma pensée, je n'arrive plus à penser, ou ça bloque, ça coince, quoi. Tu vois? Oui. Bon, cette pensée-là, cette idée-là, elle doit être un peu angoissante. Oui. Ça va? Donc, du coup, on comprend bien cette angoisse, cette espèce d'inquiétude. Ça va? Oui. Donc, effectivement, il se pourrait que votre réponse, je ne sais pas si c'est entièrement, mais pourrait venir d'une forme de réconciliation avec le sens commun. Ce qui vous permettrait de penser, mais ce que vous, pour X raisons, ne voulez pas penser. Parce que vous le refoulez, parce que justement, vous avez été déçu. C'est ça. Alors, justement, vous avez une réponse à votre question? Pourquoi William a-t-il été déçu du sens commun? Non, toujours pas. Bon. En général, pourquoi est-ce qu'on est déçu de quelque chose? Parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on souhaitait quelque chose. Oui. Ça vous va si je vous dis qu'en général, la déception, l'intensité de la déception est à la hauteur de l'ambition des attentes? Ah oui, tout à fait, oui. Bon. Alors, peut-on en déduire que vous attendiez beaucoup du sens commun? Ah, énormément. Voilà, énormément, peut-être même un peu trop. Oui, beaucoup trop. Bon, ben voilà, hein, c'est simple. Au départ, on disait, vous n'aimez pas le sens commun, on ne comprenait pas trop, puis là, on comprend. Parce que le problème de William, c'est qu'il en attendait beaucoup trop. Donc, moi, ce que je vous dirais comme ça, là, c'est que je dirais, réintroduisez le sens commun, mais à sa juste valeur. Comme un premier pas, un premier geste, un tremplin, si vous voulez, un premier jet. Et après, vous bâtissez dessus. Mais ça n'aura pas beaucoup de sens de le discréditer complètement, parce que vous discréditez en même temps votre pensée. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça me va. Bon, ça fait maintenant un petit moment qu'on parle, là. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de notre petite discussion? Alors, j'ai trouvé cette discussion, en fait, alors j'appellerais même pas ça une discussion, mais plutôt un dialogue. Ouais, voilà, oui. Parce que discussion a pour moi un petit côté un peu péjoratif, mais un dialogue qui construit quelque part un schéma de pensée. Oui. C'est-à-dire que on arrive finalement à mettre des mots, ce qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas facile, sur ses propres schémas de pensée. C'est ça. Et de manière objective. C'est ça. Hein, c'est vraiment un des objectifs principaux de cette pratique, alors que je fais dans la durée en général, et aussi pour travailler d'autres compétences avec mes clients. Mais une des premières étapes, effectivement, c'est d'identifier son propre schéma de pensée, hein, d'identifier les mécanismes qui font qu'on pense comme on pense, ou qu'on ne pense pas comme on devrait penser, ou comme on espérait penser. Mais je dirais une grande partie du travail consiste à voir comment on pense et à voir les problèmes qui minent ou qui nous empêchent de penser. Parce qu'on a tous des problèmes avec la pensée. Hein. Moi, je connais personne qui pense tout de suite clair, tout de suite juste, sur le monde, sur lui-même et tout. Non. À part Spinoza, peut-être. Ouais, et encore, je dirais peut-être à part Socrate. Hein, mais même Socrate, il avait des côtés un peu délirants, quoi. Il avait des côtés un peu chamaniques, un peu mystérieux, un peu magiques presque. Hein, quand il fait appel à son démon pour s'empêcher de poser des questions, parce qu'il dit j'ai la voix dans ma tête qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête, parce que sinon, ceci dit, c'était peut-être bienvenu. Hein, parce que
Il aurait été tué un peu plus tôt, sinon. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'identifier le schéma notre schéma de pensée pour le comprendre et éventuellement s'en distancier et le changer si on peut ou si on veut. Hein. Mais au minimum, si on ne l'aime pas, de se réconcilier avec, comme le sens commun. Mais vraiment excellent, oui. Voilà, Excellent. et vous justement, votre schéma, c'est un schéma anti-sens commun, c'est-à-dire un schéma je dirais, à la fois de complication et d'une forme d'élitisme, de forme d'intellectualisme, on va dire. Tu vois. Mais bon, ça, vous le partagez avec beaucoup de gens qui ont fait de la philosophie. Je ne parle même pas des profs de philo, pour le coup, alors pas tous, hein, pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je vois ça assez fréquemment quand même chez les profs de philosophie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette... Ce qui m'a intéressé, c'est le rebondissement que vous avez mené. Oui, sur quoi j'ai rebondi? Vous avez rebondi sur sur le dialogue. En fait, c'est par exemple, vous m'avez recadré en disant, je vous ai posé une question, répondez à la question. Oui. Deuxièmement, vous avez pu faire des liens entre une question que j'ai trouvée comme ça dans ma boîte, voilà, à question. Vous avez fait le lien entre cette question et un sujet qui finalement était euh, qui, qui était clé pour moi et que je refoulais. C'est ça. Hein. Il y a effectivement dans cette pratique, il y a l'idée que, comme je vous l'ai dit à un moment, rien n'est anodin. C'est-à-dire même avec une question qui paraît complètement stupide ou complètement, je dirais, spontanée, impensée, ou même une non-question, hein, puisqu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant je n'ai pas de question. La première question que je leur dis, comment ça se fait que tu n'as pas de question? On arrive à trouver un lien avec le sujet. Hein. Ça, c'est toujours derrière, il y a le présupposé socratique, qui est que une question n'est pas posée dans le vide, elle est tout le temps l'émanation de la pensée d'une personne. Donc, on ne peut pas séparer le sujet du sujet, si je puis dire. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer ce dont il est parlé, le thème, et celui qui parle. Les deux sont liés, et justement, la consultation philosophique œuvre à une réconciliation ou à une interprétation ou une explication de ce qui se joue, de la trame qui se joue entre le sujet qui parle et ce dont il parle. Et puis je rajouterais, pour finir, un point très positif de cette consultation. Je suis vraiment agréablement surpris. C'est le cadre. C'est le cadre. On reste dans un cadre. Oui, c'est On ne ça, oui. sort pas du cadre. Parce que, pour être honnête avec vous, vous m'avez bien cadré, parce que j'aurais pu partir dans mon académisme heideggerien, etc. Oui, si. Voilà. Oui. Mais vous avez réussi à cadrer et à éviter la pollution, quelque part, de tout ce que j'aurais pu vous sortir, du vécu de l'animal, d'Heidegger, etc., à un sujet très précis et très clair pour atteindre un objectif que finalement vous avez atteint avec brio. Et même moi, en fait, je me dis, mais ça paraît commun que j'ai refoulé le sens commun. Oui, ça paraît évident. Mais avant votre consultation, c'était pas évident. Oui, ça m'étonne pas. En plus, si vous citez Heidegger, c'est vraiment pas le sens commun, Heidegger. Vous voyez. Je suis picousé. Oui, voilà. Donc, on peut dire, je vous dis bravo parce que quelqu'un qui est fan de Heidegger, là, avec les questions que je lui pose, il m'aurait vraiment pris pour un crétin des Alpes. Quoi, hein. Il me disait, mais c'est quoi ces questions qu'il me pose là, hein? Oui. Donc, oui. Ceci dit, après, rien n'empêche, si vous voulez, de faire des liens. D'ailleurs, je vous invite, si vous le voulez, à écrire quelque chose sur notre expérience, un petit texte, que je pourrais publier d'ailleurs, pour après faire des liens entre votre propre connaissance et votre savoir, c'est toujours intéressant. Mais dans l'exercice lui-même,
il n'y a pas besoin d'avoir cette connaissance et ce savoir, il est plutôt mis à l'écart. Alors, il peut être convoqué, mais vraiment quand il est utile. Hein, là, bon, a priori, on n'a pas besoin de Heidegger aujourd'hui, hein, mais par contre, vous voyez que j'ai cité quand même Descartes, j'ai cité Spinoza, j'ai cité Leibniz. Donc voilà, par petites touches, on les réintroduit quand même, les philosophes. Ils sont quand même toujours là quelque part, quoi. Voilà, moi je conclurai juste un dernier mot, peut-être pour être très clair justement et très synthétique, hein, parce que vous m'avez amené à ça. Je dirais que vous êtes un commando des forces spéciales de la pensée. C'est pas mal. On me l'avait jamais faite, celle-là, mais pourquoi pas, hein. Écoutez, Oui, non, mais c'est sûr, il y a un côté. c'est mon ressenti. Oui. Bah, il y a le côté socratique, c'est le côté agonistique, en fait, hein. C'est-à-dire le côté combat. Il y a l'idée que il faut faire un corps à corps avec la pensée, comme le fait Socrate, hein, vous voyez dans les dialogues de Platon. Il demande aux gens de répondre par un seul mot, il les interroge sur un seul mot dans leur long discours. C'est très agaçant de faire ça, quoi. Les gens souvent sont insupportés. C'est pas pour rien qu'on l'a tué quand même, hein. Voilà. Donc justement, je voulais vous poser la question que je pose également, c'est qu'est-ce qui vous a embêté, quoi? Qu'est-ce qui a été désagréable pour vous? Non, j'ai pas vu de choses désagréables. Peut-être au début, le fait de ne pas avoir eu de questions, Oui. ça a été un peu désagréable. Oui, voilà. Et pourquoi? Dans l'exercice. Parce que vous me demandez finalement d'amener une question, c'est désagréable à faire. C'est désagréable pour vous d'arriver avec une question, c'est ça? Oui. Vous savez dire pourquoi? Non. Je dirais, en tout cas, avant que vous commenciez la consultation, je proposerais que c'est parce que c'est quelque chose vous saviez que vous n'alliez pas trouver de réponse. Ou alors, c'est que vous aviez déjà la réponse et vous saviez que ce n'était pas une vraie question. Exactement. C'est le petit côté chatouillement, un peu désagréable. Ouais. Ok, très bien. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, très très clair. Merci beaucoup. Voilà, très utile. Hein. Et si vous voulez en faire d'autres, donc vous me contactez et puis on voit ça. Moi, en général, je fais des groupes de 10 séances avec les gens qui souhaitent travailler des compétences particulières comme l'argumentation, le questionnement, le sens commun, justement, le fait aussi de prendre de la distance avec soi-même, ses émotions, et puis grosso modo, de décoincer un peu sa pensée, quoi. Ouais. Voilà. Très bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, c'est très utile. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt peut-être. À bientôt, merci. Allez, au revoir William. Au revoir.